Bonjour à tous, ici Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Heure Miroir. Cette semaine, la personne qui m'accompagne est une personne très importante dans ma vie puisqu'il s'agit de Henri, mon copain, depuis bientôt, depuis longtemps. On va en parler dans le podcast. Comment ça va? Mais ça va très bien, et toi, Marie? Ça va super. Ah oui? Oui, super. Mais cool. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans cet épisode. Je suis très content d'être ici parce que je suis content de découvrir les envers du décor. Et je suis très impressionné aussi parce qu'il y a les gens qui nous entendent en podcast, c'est ça? Mais aussi les gens qui peuvent nous voir. Et tu as fait un plateau qui est digne d'un plateau télé, donc c'est vachement impressionnant. Hein, et bravo pour ça. Donc non, je suis très heureux de voir un peu l'envers de ton métier, au final. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, c'est souvent moi qui t'accompagne sur les scènes, en fait, quand t'es en festival ou en date. Et c'est juste que moi, ça se prête un peu moins à ce que tu m'accompagnes dans ce que je fais. Donc, Je t'ai déjà accompagné 2-3 fois sur les tournages. Là, récemment, tu avais fait Popcorn avec Domingo, je t'ai venu. C'est moins fréquent que... C'est moins fréquent que toi qui viens avec moi sur scène. Ouais, mais c'est trop bien. C'est trop chouette. Maintenant, c'est cool et je suis content de venir. J'ai pas l'habitude de... Enfin, c'est bizarre de se parler comme ça avec un mètre d'écart à travers 2 micros et un plateau comme ça. Mais j'avoue, tu fais un exercice intéressant. Effort colossal. Non, mais parce que pour vous expliquer la genèse un peu de cet épisode, donc ça fait 6 ans qu'on est ensemble avec Henri. Presque, bientôt. Non. En mars, ça fera 6 ans déjà. Ça va pas faire 7 en mars? Non, 6. 6 en mars, t'es sûr? Ouais. Okay. Tu me mets le doute là. Ouais, non, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait 7 en mars. Non, ça va faire 6 ans, je crois. Oh purée, bon, voilà. Et donc, ça fait super longtemps qu'Henri, vous le voyez, si vous me suivez sur les autres réseaux, sur YouTube, dans mes vlogs, sur nos réseaux sociaux, parce que je crois qu'on a quand même assez vite affiché qu'on était ensemble au final. On l'a affiché sans l'afficher. Ouais, c'était plus subtil au début, je crois. Ouais, et puis même maintenant, c'est vrai que ces derniers temps, je trouve qu'il y a eu plus. Parce qu'on est parti au Japon ensemble. Parce qu'on est parti ensemble 3 semaines. Et donc, on partage quand même... c'est sûr qu'à un moment ou l'autre, tu partages ta vie et je fais partie de ta vie. Ouais. Là où, pour le coup, moi, je partage plus... moi, je suis dans la musique, donc je partage plus ma musique. Je partage moins ma vie, même si indirectement, un peu aussi. Un peu lié. Mais oui, c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu plus que d'habitude. Pourquoi est-ce que je fais cet épisode aujourd'hui? Et surtout, pourquoi est-ce que je voulais que ça soit dans ce format? Donc, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, vous savez que mes relations sur YouTube, ça a toujours été un sujet. Enfin, ça a été un sujet de discussion. Et que quand je me suis mis avec Henri, j'ai mis vraiment un point d'honneur à pas montrer autant ma relation que quand je le faisais, comme je le faisais avant. Parce que je voulais que ça reste quelque chose de très sain. Et puis, je suis partie du principe que pour vivre heureux, vivons cachés. Parce que j'avais la sensation que j'avais trop peur que ça me glisse un peu des mains si je montrais trop. J'avais pas du tout envie que les gens s'immiscent trop dans notre relation. Néanmoins, depuis tout ce temps, il y a quand même des gens qui quémandent allègrement une vidéo avec toi ou un podcast avec toi, juste parce que je pense qu'il n'y a pas de côté, je pense, trop voyeuriste, malsain, mais plus de curiosité, parce que, mine de rien, c'est la première relation que je garde autant privée, cachée, et c'est aussi la relation qui dure le plus longtemps. Enfin, tu es la relation la plus longue que je n'ai jamais eue. Je t'en remercie. Ah, mais non, mais... Non, mais c'est vrai. Non, mais je veux dire, pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant? Parce que moi, tu sais, j'aime bien faire des parallèles entre les choses. Et je me dis qu'il y a une raison, en fait. Peut-être que si on s'était exposé de manière beaucoup plus forte dès le départ, en fait, peut-être que le couple aurait cassé au bout d'un moment. Et en fait, ça aurait peut-être pas fonctionné aussi. Alors, c'est pas que la raison, non, évidemment. Mais en fait, je pense que mes parents travaillent aussi ensemble depuis... ils sont ensemble depuis le début. Et ils sont encore ensemble. Et donc, ils travaillent dans la même société. Ils sont indépendants. Ils ont une société à eux deux. Et en fait, c'est vrai qu'eux, ils passent leur journée de 8h du matin ensemble. Parce qu'ils travaillent ensemble, ils rentrent ensemble à la maison, ils mangent le soir ensemble, ils sortent voir des amis ensemble. Et je me rappelle qu'ils ont très vite instauré une règle à la maison, chez nous, où c'était dans les heures du bureau, on est en train de travailler, mais dès que les heures du bureau s'arrêtent, on arrête de parler du boulot. Mon parallèle arrive. J'attends le parallèle, là, je suis encore en mode, où est-ce qu'il va? Et c'est parce que je pense que toi, vu que ton travail... c'est partager ta vie. Donc, ton travail, c'est partager un peu ton privé. Je pense que c'est important, en fait, de quand même dissocier notre couple privé et puis après ta vie publique sur les réseaux, dans lequel je vais faire partie par moment, mais qui doit quand même assez rester différente de ça. Et donc, je pense que
mon parallèle arrive enfin. Ce que mes parents ont fait, c'est mettre une rupture entre leur privé et leur professionnel. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que ça dure. Et c'est ça qui fait qu'ils peuvent encore se voir. C'est parce que quand ils travaillent ensemble, ils sont en mode boulot. Quand ils sont pas ensemble, ils sont en mode privé. Et c'est ce qu'on a un peu fait, toi et moi, ensemble, au final. C'est que quand tu fais tes vidéos, je te vois faire la vidéo. Tu vas enregistrer quelque chose quand on est en voiture et que je conduis. J'essaye de pas trop interagir. Et je sais que par moments, tu me demandes aussi de pouvoir peut-être un peu plus interagir avec toi en vidéo. En fait, alors c'est pas un reproche, mais tu vois, c'est plus ce que j'aimerais que tu fasses des fois, c'est juste que tu sois normal. Ouais. Et en fait, toi, c'est trop rigolo parce que j'ai l'impression que dès que j'allume la caméra, t'es plus normal avec moi. Tu vois, c'est pas que je suis plus normal, c'est juste qu'en un coup, je me dis, tiens, je vais la laisser dans sa bulle, dans son travail, et je vais pas interagir ou je vais pas la bloquer là-dedans. Le temps que tu fasses ton enregistrement, puis tu as fini ton enregistrement et on recommence. On continue oui. Notre vie, du coup, privée, on va dire. Vrai. Mais après, c'est sûr que c'est paradoxal parce que toi, au final, ton travail, c'est partager ton privé. Et au plus tu partages pour ton privé, au plus tu crées du contenu pour ton professionnel. Donc, il y a un truc qui est un petit peu genre, où est-ce qu'on met la limite? Mais je trouve que de manière assez sainement, tu as réussi à... on a réussi. On a réussi, ouais. Mais aussi parce que tu as fait un truc en fait, qui est super appréciable et qui était smart. C'est que dès le départ, en fait, je t'ai posé la question. Je sais pas si tu te souviens, mais genre au tout début de notre relation, je t'avais dit... Au tout début, je t'avais demandé de vraiment éviter de trop me filmer. Au début, ça. Puis moi, je t'avais demandé c'est quoi la limite? Genre, c'est quoi le truc que t'acceptes et le truc que t'acceptes pas? Même encore aujourd'hui, c'est un truc qu'on applique de manière hyper naturelle où genre, je vais pas poster de story de toi sans que tu me l'aies validé. Et inversement, tu vois, où je vais pas genre poster une photo de toi si t'es pas d'accord, où je te demande toujours ton aval avant. Et aussi, parce que là, on va y venir tout doucement, mais parce que toi aussi, t'as une image publique qui est totalement différente de la mienne et qui pour autant a son importance. En gros, moi, je suis dans la musique et c'est sûr que dans la musique, tu as ce truc où tu dois créer un peu un profil artistique. Mon projet d'artiste, Henri Pfr, ça doit être une version un peu idyllique de ma personne Henri Pfr. Et c'est sûr que par moment, dans les vidéos, quand on enregistre notre quotidien, notre couple, il y a des versions de moi le matin quand je me réveille, ou j'en sais rien. J'ai jamais filmé non, je sais que tu n'as jamais filmé, mais c'est plus des versions de moi que j'essaye de garder, de pas partager parce que simplement, ça correspond pas vraiment à l'image que je veux faire dégager, en tout cas pour mon projet Henri Pfr. Là où toi, à l'inverse de moi, et ça, je trouve ça très impressionnant, c'est que toi, tu as pris un peu le parti pris de directement te dire, voilà, moi, en fait, ma vraie moi, c'est la personne qui est sur les réseaux, c'est comme ça que je suis vraiment au jour le jour. J'essaie moi, de ne pas faire de différence entre... j'essaie de pas être différente entre le moment où je vais communiquer sur les réseaux et le moment où je suis moi. Marie, parce que c'est ton métier. Moi, sur les réseaux, je partage ma musique. Et sur les réseaux, c'est les gens me suivent. En tout cas, j'espère et j'ai envie que les gens me suivent parce que mes morceaux... mes mélodies, ils les ont affectées d'une manière ou d'une autre. Et j'ai pas forcément envie que les gens me suivent parce que j'ai un nouveau chat à la maison. Oh, Lulu. Tu parles mal de Lulu, là. Non, mais je dis ça pas de manière dénigrante. Et les gens ne te suivent pas parce que tu as un nouveau chat à la maison non plus. Sûr. Mais je dis plus ça dans le sens que moi, j'ai vraiment envie que les gens me suivent pour ma musique et pas pour ma personne. Là où toi, les gens vont te suivre plutôt pour ta personne, pour ta philosophie, pour ce que tu partages, pour tes valeurs, ce qui est absolument génial. Mais c'est moins... Moi, je me sens moins apte et je me sens moins même légitime à ça. Ouais. La question qui revient le plus dans notre couple, c'est comment on fonctionne, justement parce qu'on est tellement différents sur plein d'aspects, tu vois, c'est très vrai. Et je sais pas comment tu le ressens, mais moi je trouve que ces dernières années, je trouve que l'écart il s'est encore plus creusé. Ah, pour le coup, je trouve pas. Mais alors, je sais pas comment dire, entre toi et moi, mais de manière différente. Donc, Henri et moi, c'est un peu je pense que c'est le sujet principal de ce podcast, c'est les opposés s'attirent. Moi, je trouve qu'on est vraiment l'exemple parfait de ce genre de couple. Voilà, on a quand même des points de concordance parce que sinon, on serait pas ensemble, évidemment. Et je voulais vraiment parler de ce sujet-là parce que justement, je trouve que ces 2 dernières années, moi, j'ai la sensation que l'écart s'est creusé dans nos personnalités. Tu vois, en fait, on est... Ouais, je trouve un petit peu. Enfin, moi, tu vois, j'ai l'impression que je me suis plus affirmée dans... mes goûts musicaux, tu vois, genre j'ai beaucoup plus... comme ça. Genre je sais que t'aimes pas mes tatouages, mais je vais continuer à m'en faire. Enfin, tu vois, c'est genre un truc où je me dis, c'est mon identité et je vais pas m'effacer parce que je suis avec mon copain, même s'il aime pas ça, parce que ça fait partie de moi. Et toi, au contraire, tu vois, tu vas aussi genre faire tes trucs de ton côté, même si c'est des choses que moi, j'approuve pas ou j'aime pas nécessairement, parce que juste c'est toi. J'aime pas cette phrase, mais c'est OK. Tu vois, c'est OK de dire, c'est comme ça. Mais pourquoi toi, tu trouves que non ?
Parce que moi, je veux dire, c'est pas parce que je trouve que l'écart se creuse qu'on s'aime pas ou qu'on s'aime moins. Non, mais c'est pas ça du tout. Ou qu'on se rapproche pas. C'est juste non, et je trouve qu'à l'inverse, notre amour grandit. Je pense qu'on a eu au début, tu as toujours un peu une explosion d'amour où tu as ce moment où ton corps produit. C'est quoi encore? Pas de la dopamine, pas de la sérotonine. C'est de l'endorphine. L'endorphine, ouais, de l'endorphine, je pense. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, on sait pas. J'ai droppé un peu des noms qui avaient l'air intelligents. Au hasard. Le bifidus actif. Mais non, je pense qu'au début, donc forcément, dans un début de relation, on est méga amoureux et tout ça. Et puis, je pense qu'on a quand même aussi un moment dans notre couple où notre couple, je vais pas dire a battu de l'aile, mais où notre couple aussi, on a eu un moment un peu plus compliqué. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de trouver vraiment un chouette équilibre. Mais ça prend du temps, je trouve. Ça prend du temps et ça se travaille. Ça se travaille. Allez, c'est vraiment un travail. Je pense que moi, je travaille sur moi-même et je sais que tu travailles aussi sur toi-même pour trouver cet équilibre, pour faire les concessions nécessaires, pour laisser place à l'autre dans ta vie et pour que l'autre se sente le mieux possible dans ta vie. Je trouve pas qu'on se différencie de plus en plus dans nos façons d'être, tout ça. Au contraire, je trouve que on se ressemble de plus en plus. On se ressemble de plus en plus. J'avais vu une vidéo récemment qui était vachement intéressante qui disait pourquoi est-ce que les propriétaires de chiens ressemblent à leur chien. Et à l'inverse, pourquoi est-ce que les chiens ressemblent souvent aussi à leur maître. Tu vois, t'as par exemple JJ qui nous ressemble un peu trop, ça craint, parce que JJ c'est une paresseuse et tout. Mais par exemple, tu prends ma sœur et son petit chien full excité, oui, c'est vrai que ta qui va sœur faire et des son balades. chien, Ma sœur, pareil que lui, méga sentimentale, qui fait des balades aussi. Enfin, ils se ressemblent vraiment fort. Dans ton animal, tu cherches du réconfort en ta personne. C'était assez intéressant, qui disait comme quoi les animaux vont souvent s'adapter à ce qu'ils voient de leur maître, forcément, parce qu'ils se disent c'est comme ça qu'il faut être dans la société, ok, je vais être comme ça. Et le maître va se projeter dans son animal au moment de choisir un animal. Tu vois, il va se projeter pour avoir quelque chose qui lui ressemble et quelque chose qui le met dans une zone de confort. Et je pense qu'il n'y a rien à faire. Ça s'applique aussi un peu aux relations humaines. De toute façon, je pense que genre les vieilles personnes qui sont ensemble depuis longtemps. Combien de fois dans la rue tu m'as pas dit regarde, ils se ressemblent? Moi j'avais été choquée quand on était dans le métro là récemment au Japon où à un moment face à nous tu avais un couple d'Américains, un couple de Japonais et un couple de Chinois aussi je pense qui étaient là et vraiment ils se ressemblaient. Et nous aussi hein. Genre quand tu regardes ici on a à peu près le même style. On est oui je vois ce que tu veux dire. Et là il y avait le couple qui était avec le petit backpack qui était tu sens que c'était un peu les randonneurs. Le couple un peu chic. Le couple qui était un peu chic qui se tenait tout droit comme ça et en fait genre vraiment on avait l'impression que c'était des copies conformes et après je nous ai regardé et j'étais là mais merde on se ressemble aussi on se ressemble un peu aussi donc je pense qu'on est opposés sur plein de sujets genre je pense qu'effectivement en fait je trouve c'est pas qu'on est opposés, je dirais qu'en fait on a tous les deux des individualités qui sont super fortes mais aussi ça en tient à nos professions, c'est-à-dire que toi en tant qu'artiste, moi en tant que créatrice de contenu, enfin on a tous les deux des métiers d'image, des métiers aussi où l'ego est important parce que on a besoin d'ego, je trouve, un peu plus dans un métier d'image. À fond. Et donc, si on n'en a pas, enfin, de toute façon, sans ego, on meurt, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode de podcast. Mais je trouve qu'en fait, on a deux individualités qui sont très, très fortes et c'est en ça que des fois, l'écart peut se creuser parce que il se peut que, tu vois, sur certains trucs, on soit juste pas en adéquation. Néanmoins, j'avoue que le fait d'être ensemble depuis si longtemps et en plus, je trouve que ça s'est vraiment exacerbé depuis qu'on a acheté la maison, en fait. Le fait d'être toujours ensemble à la maison, de prendre des décisions communes et en fait de se rendre compte aussi que la relation, elle avance, en fait, tu fais des concessions plus naturellement que si c'était, tu vois, quelque chose qu'on te forçait un peu à faire sous la contrainte. Et donc, naturellement, c'est vrai qu'on se ressemble de plus en plus sur plein de sujets. Parce qu'on s'adoucit aussi, je trouve. Tu vois, moi, ça m'est arrivé souvent, des fois, de me dire « Ok, t'es en train de dire un truc, je suis pas nécessairement d'accord avec ce que tu dis. Et pourtant, est-ce que ça nécessite que j'aille en frontal ?» Parce que je l'ai fait souvent, tu vois. Est-ce que ça nécessite que j'aille en frontal avec toi en mode « Je suis pas d'accord, ce que tu dis, c'est de la merde » ou genre argumenter pendant des heures? Ou est-ce que, en fait, c'est pas juste plus simple dans une relation de dire « J'accepte d'être d'accord, de pas être d'accord avec toi ». Mais je crois que le moment où tu sais pertinemment... C'est très mignon, ce que je vais dire. Le moment où tu sais que t'aimes quelqu'un, c'est le moment où tu te dis... J'accepte qu'il a tort. J'accepte que... en fait, j'accepte la personne... J'accepte d'aimer une personne, y compris si elle a des choses que j'aime pas chez elle. Ou que sur lesquelles je suis pas d'accord. Et en fait, j'ai lu un truc il y a pas très longtemps là-dessus qui disait que l'amour, c'était pas de faire des petites attentions du quotidien à quelqu'un, que c'était pas de dire je t'aime, que c'était pas... Alors, c'est ça aussi, un petit peu. Mais que le vrai amour, c'était d'aimer quelqu'un, y compris avec ses défauts, et de choisir quand même de l'aimer.
Je sais pas comment. Tu vois ce que je veux dire? Sens, c'est que, tu vois, genre, j'ai des défauts, tu les connais, tu les sais, ils t'horripilent, et pourtant, tu fais quand même le choix de rester avec moi et de m'aimer. Tu vois je pense que ça, c'est la différence entre une relation longue et une relation courte. Oui, exactement. C'est que la relation courte, en gros, les premiers mois, tous les défauts, ils sont effacés de par l'endorphine. L'endorphine, le bifidussatif. de par, en gros, littéralement, la drogue que crée ton corps en toi vis-à-vis de l'autre personne. Ouais. Et puis, en un coup, ton corps ne crée plus. C'est 3 mois, 3 ans, 5 ans, 7 ans. Je pense que c'est 5 ans Je pense. Je sais plus. Mais bref, tout ça pour dire qu'en gros, pendant 3 mois, ton corps, il t'empêche de voir les défauts de la personne. Ouais. Et donc, souvent, il y a beaucoup de relations. Et même moi, j'ai eu plein de relations quand j'étais plus jeune qui, après 3 mois, se sont finies parce qu'en un coup, tu vois les défauts de la personne et en un coup, tu te rends compte que la personne n'est pas parfaite parce que personne n'est parfait. Et je pense que l'amour qui tient à long terme, c'est quand tu acceptes ses défauts. Donc, ça, je suis. En fait, c'est quand tu acceptes de dire, OK. En fait, je trouve qu'il y a vraiment un passage obligé à faire dans la relation en mode, OK, donc là, je commence à voir les défauts de la personne et les trucs que j'aime pas chez elle. 2 choix se posent. Est-ce que j'aime suffisamment cette personne pour me dire, j'accepte parce que l'amour que je lui porte est tellement fort que je peux totalement faire l'impasse sur ces défauts-là, ou juste. En fait, ça me gonfle et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ces défauts-là, tu vois. Ce qui est fou pour moi, c'est que t'es la première relation où j'accepte les défauts de la personne. Et réciproquement aussi. Parce que avant, tous les mecs avec qui j'ai été, les relations, elles duraient 2 ans et demi, 3 ans grand max. Parce que justement, à un moment donné, j'arrivais au stade où les défauts de l'autre m'étaient tellement épidermiques que je disais, mais en fait, là, si je continue, je vais foncer droit dans le mur. Et toi, t'es vraiment la seule personne pour laquelle je me suis dit, franchement, ça vaut la peine, tu vois. Merci. Je prends le compliment. Non, mais je pense aussi que, mine de rien, toi et moi, il y a aussi... là où on a eu de la chance, si je peux comparer à d'autres de mes relations, c'est qu'on a cette chance de faire le même métier sans faire le même métier. Ouais, ça nous a sauvés, en fait, je pense. Ouais, c'est-à-dire on connaît tous les deux les côtés positifs, les côtés négatifs, les côtés bizarres aussi, par moment, de nos métiers respectifs. Ouais. Et on les comprend. On n'est pas dans le même métier non plus, donc il n'y a pas... Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence. Et toi, si tu cartonnes dans ton métier, tu cartonnes dans ton métier, moi, je suis aux anges et inversement. Et il n'y a pas de jalousie ou quoi que ce soit. Et à l'inverse, on n'a pas non plus de métiers qui sont totalement différents. Et là, je me prends moi en exemple avec de précédentes relations où j'ai pu être avec des copines qui avaient vraiment un train de vie et un métier à l'opposé du mien. Et qui, mine de rien, ça créait aussi un malaise parce qu'il y avait de l'incompréhension à la fois de sa part, de ne pas comprendre pourquoi... tu rentres à 5h du mat, ou alors tu n'es pas là pendant longtemps, tu pars en déplacement. Ou... Et de jalousie aussi, parce qu'on a des métiers où tu es en contact avec plusieurs personnes, et de ne pas comprendre ça. Et à l'inverse, une incompréhension de ma part, de ne pas comprendre non plus... Et ça, c'est quelque chose dont je m'en veux énormément. C'est par moments, j'ai eu tendance mais par incompréhension, à dénigrer le métier de l'autre personne avec qui j'étais. Et je me rappelle, parce qu'à un moment, en gros, elle étudiait, elle était en examen, et elle me disait qu'elle était extrêmement stressée pour son examen. Ouais. Sauf que moi, c'était pile à une période où j'avais un show sur la Grand Place de Bruxelles, où il y avait à peu près 20-30 000 personnes qui allaient venir. Ouais. Et bref, c'est quelque chose qui me génère énormément de stress. Oui, toi, c'est et je sais que j'avais eu cette phrase horrible, mais vraiment, et ça, je m'en veux encore aujourd'hui, où j'avais dit comment tu peux stresser pour un examen alors que moi, j'ai ce truc. Et j'avais considéré que mon stress était plus légitime que le sien. J'avais considéré que mon métier ou comme ce que je devais faire était plus important ou plus stressant que son métier à elle. Et en fait, ça, je m'en veux énormément. Et je pense que c'est parce que j'étais en incompréhension de ce qu'elle faisait. Et donc, je pense que ça, c'est aussi notre force. C'est qu'on comprend le métier de l'autre et on respecte le métier de l'autre. Et moi, je comprends que c'est stressant pour toi de faire un tournage avec X ou Y personnes. Et je comprends que c'est fatigant pour toi de faire... En fait, il n'y a pas de sujet. C'est un peu l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas de sujet. C'est même si ça nous emmerde des fois, parce que évidemment, tu vois, moi, quand tu vas faire ta grosse saison l'été, je sais très bien qu'on va pas se voir. Je sais qu'on va même quasiment pas se parler parce que on n'aura pas les mêmes horaires. Tu seras à droite et à gauche et tu seras tellement obnubilé par ton taf qu'on va pas se parler. En fait, je comprends, et c'est pas pour autant que ça me fait plaisir, mais juste il y a pas de sujet parce que c'est ton métier, parce que c'est ta passion et parce que je peux pas interférer là-dedans. Et d'ailleurs, les seules fois où j'ai interféré, clairement, ça s'est très mal passé. Ouais.
très très mal passé. Parce que justement, en fait, toi, t'as mis le warning en mode là, en fait, t'as pas le droit, toi non plus, de légitimer que toi, t'es plus importante que mon taf parce qu'à l'instant T, c'est pas le cas. Et en fait, sur le coup, je le prenais grave mal. Sauf qu'en fait, avec du recul, je me disais, non, en fait, c'est normal, c'est juste que j'ai pas envie d'être un peu en mode je prêche la bonne parole parce que franchement, toutes les relations se construisent et il y a sûrement des relations qui sont plus saines que la nôtre. Et enfin, j'estime qu'on a une relation super saine, mais je sais que sur les relations, on est tous très différents et en fait, on va pas toujours chercher la même chose dans l'autre que ce que quelqu'un d'autre va essayer d'aller chercher. Enfin bon, bref. C'est pas vraiment un conseil que je vous donne, mais je vous le donne quand même. Le seul truc que j'ai appris dans la relation que j'ai avec toi, c'est que dans une relation, rien n'est une ligne. C'est jamais, tu vois, toujours exactement la même chose. T'as vraiment des hauts et des bas. Ça va autant dans l'amour qu'on se porte l'un pour l'autre, dans l'affection, dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse. Mais ça marche aussi pour les priorités. Ouais. C'est-à-dire que pendant super longtemps, j'ai dit, mais est-ce que... Enfin, tu vois, il y a eu ce moment où on s'est dit... On n'a pas le même sens des priorités. En fait, toi et moi, on n'a pas le même sens des priorités et je t'en ai grave voulu pendant un temps. Et toi aussi, je sais que tu m'en as voulu sur les priorités. Mais ça va sur des bêtises, hein. C'est genre, on va ranger la cuisine, moi je vais ranger la cuisine, je vais commencer par les placards. Et Marie va commencer par les plaques de cuisson. Et en fait, genre, pour moi, c'est pas la priorité, et pour toi, c'est pas la priorité. Et donc, on a ce truc où je sais qu'on s'en est déjà... en fait, bon là, t'as vraiment pris l'exemple le plus bateau, mais c'est vraiment ça. C'est juste que toi et moi, c'est vrai qu'on n'a pas le même sens des priorités, mais ça compte aussi dans notre relation de manière générale. Et moi, j'ai accepté, même si c'est dur... Et ça, je pense que c'est une vraie concession qu'il faut que tout le monde apprenne à faire, mais je trouve qu'elle est importante. J'ai accepté qu'il y avait des moments dans l'année où j'étais pas ta priorité. Ouais. Tu vois, je sais que l'été, je suis pas ta priorité. Et même si ça me fait de la peine, c'est pas grave, c'est normal. Comme il y a des moments où toi, t'es pas ma priorité. Dans des moments où j'ai des grosses périodes où je sais qu'en fait, là, c'est mon boulot, c'est focus mon boulot, parce que c'est aussi ma passion, t'es pas ma priorité. Pour autant, est-ce que ça veut dire que t'es pas ma priorité dans la vie? Non. Parce que mon choix global de vie, c'est de passer ma vie... tu vois, j'ai quand même déménagé en Belgique, j'habite ici avec toi, donc en fait, dans le grand schéma de la vie, t'es ma priorité, mais dans certains moments du mois ou de la semaine ou de l'année, tu l'es pas, et inversement. Enfin, je sais pas comment expliquer. Non, mais je comprends bien. Mais je veux dire, je crois que c'est important de faire vraiment la distinction entre la vie, de manière générale, le choix que tu fais, l'endroit où tu veux habiter, la personne avec qui tu veux être, tes passions, etc. Et la vie du quotidien qui est juste jamais longiligne et qui fait que bouger en fonction des périodes et tout. Et je pense que là où les gens décident de se séparer ou là où les relations s'effritent, c'est le moment où les gens font pas le distinguo entre le grand choix qu'ils font dans leur vie et la vie du quotidien qui parfois est bumpée de haut, de bas. Et en fait, si ça, tu le tiens jamais et que tu te rappelles pas en fait du grand schéma, on m'a perdu, tout le monde me suit. Ça part loin, mais je te suis. Non, mais en gros, si tu te rappelles pas des choix initiaux que tu fais... En gros, il faut pas se projeter à un instant T, il faut se projeter à une vision plus globale. Voilà, en fait, dès l'instant où tu sens qu'il y a une difficulté dans ton couple, je trouve, enfin moi, c'est comme ça que je le vois avec toi. Ouais. Au lieu de m'énerver, tu vois, genre d'être le lutin grognon sur l'instant où je vais péter un câble en disant « Mais pourquoi je suis là ?» Parce que ça m'arrive des fois aussi, tu vois, évidemment. Ouais. À chaque fois que je suis dans cette situation-là, je me dis toujours, ok, mais tu l'as choisi. C'est toi qui as choisi cette situation. Tu vois, t'as choisi d'être là, t'as choisi d'être en couple avec ce mec, t'as choisi ça. Et tout de suite, je me rappelle en fait des grands choix que j'ai fait dans ma vie. Et je me dis, oui, mais en fait, voilà, ça c'est un bâton dans la roue de mon grand schéma. Et c'est pas pour autant que en fait, je dois tout lâcher. Et je trouve que c'est ça qui fait la longévité d'un couple, premièrement. Et je trouve que c'est aussi ça qui t'apprend à grandir à la fois dans ton couple, mais aussi en tant qu'être humain. C'est la résilience. C'est le moment où tu te dis... Ok, c'est pas une étape facile, mais ce serait tellement plus simple si j'abandonnais tout, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas ça, grandir, parce que tu vas, dans ce cas-là, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont peut-être se reconnaître dans cet épisode, tu vas enchaîner plein de petites relations où tu vas craquer à la première difficulté en te disant c'est trop difficile, je lâche. Et moi, ma plus grande peur, c'est de me réveiller dans 10 ans et de me dire, en fait, j'ai construit quoi, tu vois? À quel moment je me suis suffisamment remis en question dans la relation pour me dire que là, peut-être aussi, c'était moi le problème, ou je sais pas comment expliquer. Mais je trouve que j'ai beaucoup grandi ces 6 dernières années, en vrai. Et tu sais que même mes parents me l'ont dit. Que j'avais grave changé. Ouais, totalement. Depuis que je suis avec toi. Ouais, et je pense que c'est réciproque aussi de mon côté. Genre, je me sens même... mais je pense qu'on s'apporte beaucoup. Et en fait, pour revenir au sujet des opposés qui s'attirent... J'avoue, tu vois... Il y a vraiment ce truc où je pense que... je trouve qu'en ce moment, on y arrive bien. On a, clairement, soyons honnêtes, on a vraiment eu des phases compliquées et tout ça. Mais comme dans tous les couples, c'est logique. Dans tous les couples, c'est comme ça. Mais on a réussi avec le temps à... tous les points négatifs que j'ai chez moi...
vont être diminués par des points positifs que tu as chez toi. Ah ouais, c'est la contrebalance, ouais. Et tous les extrêmes que toi tu vas avoir vont être calmés par mes extrêmes opposés. À toi, ouais. C'est-à-dire que je sais que toi tu peux être par exemple extrêmement stressé sur certains sujets. Là où moi je vais aller par moment, je suis quand même plus force tranquille, on va dire. Ouais. Et là, je sais que je te permets de un peu relativiser sur certains trucs. Et à l'inverse, moi, par moment, je peux par moment ne pas vraiment m'organiser dans ma vie et ne pas vraiment voir un bout du tunnel. Ouais. Là où toi, tu vas vraiment m'aider, parce que toi, tu es ultra organisé et tu vas vraiment m'aider à un peu remettre les idées au clair. Je ne vais pas dire que les opposés s'attirent, mais pour moi, les opposés s'entraident et les opposés sont nécessaires. C'est-à-dire que si tu te mettais avec quelqu'un qui est comme toi, ultra stressé, ben en fait, ça va juste te générer encore plus de stress que ce que tu en as déjà. Et moi, à l'inverse, si je me mettais avec quelqu'un qui est comme moi, désorganisé à fond, ben, ça va juste encore plus me désorganiser. Et donc, je pense qu'être avec quelqu'un qui te ressemble trop, ça va accentuer ton positif, mais ça va aussi accentuer ton négatif. Ça, c'est vrai. Et en fait, pour moi, dans la vie, de manière générale, il ne faut pas être trop noir ou trop blanc, il faut être gris. Ouais, mais ça, c'est super difficile. Ça, c'est le combat de ma vie, hein, en vrai. Ouais, je sais. Mais du coup, je pense que si toi, tu vas être dans un extrême noir et moi dans un extrême blanc, ben, au final, à nous deux, on va être dans cette zone du milieu, quoi, tu vois. Ouais, le but, c'est de maintenir en fait, un truc à flot et jamais tomber dans les extrêmes. Tu te rappelles, je crois que je t'avais raconté ce truc, mais on l'a jamais fait, mais je trouvais ça super intéressant. Est-ce que tu te rappelles que je t'avais parlé de ça? Je sais plus si c'était une étude ou un système de pensée que je trouvais hyper intéressant. Et peut-être que si vous écoutez cet épisode, ça va vous aider. Qu'en fait, dans un couple, on pouvait jamais être à 100%. Tu peux pas être à 100% et je peux pas être à 100%. Mais que le but ultime, c'est d'être à 100% dans le couple. Ouais. Et donc, il y a des gens... Et ça, je suis d'accord, c'est un truc que t'as appliqué. Genre, t'as vu ce truc et je sais que tu l'as appliqué, j'ai vu que tu l'as appliqué et je sais qu'encore aujourd'hui... Je le fais, mais sans te le dire aussi, vraiment. Ouais, parce qu'en gros, il y a cette technique qui dit que le matin, il y a des couples qui font ça. Et je trouve ça vraiment bien, mais après, je veux pas non plus le faire tout le jour parce que je trouve que tu peux vite tomber dans un truc un peu... pathologique. Tu te lèves le matin avec ton copain, ta copine, bref, et tu dis, ok, t'es à combien de pourcents aujourd'hui ? En gros, combien de pourcents t'es capable de donner dans ta journée pour le couple ? Ou comment tu te sens toi, tu vois ? Et donc, par exemple, moi, si je suis méga stressée, je vais dire, putain, aujourd'hui, je suis à 20%. Et l'autre, il va dire, ok, moi, aujourd'hui, je suis à 50%. Ok, donc 50 plus 20, ça fait 70, 70. Et du coup, tu sais que ça sera plus ou moins à 70% sur 100 dans ta journée. Donc, tu sais qu'il risque d'y avoir des tensions ou des trucs comme ça. Ou si les deux te disent, moi, je suis à 10% aujourd'hui, là, tu sais qu'il faut pas se parler parce qu'en fait, juste, on n'a aucune énergie et qu'en fait, ça va péter. Et au contraire, quand toi, t'en as l'énergie, si par exemple, moi, demain, je te dis, là, aujourd'hui, je suis à 10%, et que toi, tu te sens le lit, tu fais aujourd'hui, moi, je suis à 90%. Et donc, toi, tu vas prendre la charge de la journée en disant, si toi, t'es à 10%, je vais venir compléter pour qu'on arrive à 100 et pour qu'en fait, on passe une bonne journée, tu vois. Et ça alors, dit comme ça fait très mathématique et c'est un peu bizarre. Mais dans le concret, comment ça s'applique, c'est que si moi, un jour, je me lève le matin et je vois qu'Henri va pas bien, si je vois que tu vas pas bien parce que t'es méga stressé, parce que t'as une to-do list à rallonger et tout, sans même te demander, je vais prendre le lead sur la journée. Je vais faire à manger, je vais aller faire les courses, je vais ranger la maison, je vais te demander si ça va, je vais pas venir t'embêter avec des futilités, je sais que c'est pas le moment de venir te parler de telle facture pour tel travaux, et inversement. Si toi tu vois que je suis méga stressée, tu vas pas venir m'emmerder avec des futilités, juste tu vas prendre le lead et c'est tout. Et c'est ça en fait, je trouve, qui fait que l'équilibre se joue bien, c'est quand t'arrives en fait à percevoir pas les failles, mais tu vois les moments en fait de... Mais en vrai, on en revient à ce que je disais, je prenais l'exemple avant avec ma fameuse... mon ex-copine avec qui j'avais d'une certaine façon dénigré ses études en mettant en avant mon travail que je considérais comme plus important. Au final, pour moi, un des secrets aussi, c'est la compréhension. C'est-à-dire que comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre, comprendre les stress de l'autre, comprendre l'énergie de l'autre, dans ce que tu dis ici, comprendre le métier de l'autre aussi. Tu me regardes parce que ça, c'est pour un podcast off qu'on parle de cette compréhension. Ouais. On est en train de régler nos couples, nos crises là. Non, mais je comprends. Mais en fait, c'est vrai que se mettre à la place de l'autre, je crois que c'est le truc le plus difficile qu'on a, toi et moi, des fois.
Ouais, mais oui, évidemment. Parce que c'est le truc, je pense que tous les couples ont du mal là-dedans. Ouais, c'est dur. Mais t'as raison, c'est la clé en fait. Parce que si Pour moi, c'est la clé. En fait, si tu le fais pas, tu peux pas. Comprendre pourquoi est-ce qu'il est comme ça, comprendre pourquoi est-ce qu'il est fâché, comprendre pourquoi est-ce qu'il est fermé, comprendre pourquoi est-ce qu'il n'aide pas dans la maison, comprendre pourquoi est-ce qu'il y a plein de choses à comprendre. Mais juste comprendre pourquoi. À partir du moment où tu comprends pourquoi, ben ça va t'aider à l'accepter, ça va t'aider à faire avancer, ou à l'inverse, ça va t'aider à te faire ouvrir les yeux aussi. Peut-être que la relation n'est pas bonne pour vous. Mais ça passe aussi fort par la communication. En fait, le problème, c'est qu'il y a aussi ça, c'est que pour comprendre l'autre, bah, t'es obligé de communiquer. Et des fois, si par exemple t'es à 20%, bah, t'auras pas envie de communiquer. Tu vois, en fait, c'est toujours cette balance de... des fois, j'ai l'impression quand même que pour qu'une relation fonctionne, mais ça marche aussi en amitié, hein, c'est que à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui accepte de se faire un peu mal et d'aller, tu vois, débloquer 100%. Le truc. Sauf que quand t'as deux personnes qui sont entièrement fermées et qui veulent juste pas communiquer, ce qui nous est déjà arrivé, ben en fait, ça dure des jours. Oui. Ouais, mais c'est vrai, je rebondis juste sur ce que tu disais par rapport à la communication. Et c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui est assez fermé de manière générale. Là où toi, à l'inverse, t'es... Alors, en fait, c'est super paradoxal. C'est assez paradoxal parce que toi, tu vas être ultra ouverte sur plein de moments. Et puis en un coup, tu vas avoir un point de rupture où tu vas être ultra fermé. Ouais. Et tu vois, il y a par moments, t'es en mode genre, il doit comprendre. Il doit comprendre pourquoi je suis énervé et je vais pas lui dire pourquoi, il doit le comprendre. Et ça, je trouve que... Parce que des fois, ça tombe sous le sens et je suis là... Ah, mais ça tombe pas sous le sens. Vois le putain de warning. Pour moi, ça tombe pas sous le sens du tout. Et ça, je trouve que c'est un truc, pour le coup, que tu as travaillé beaucoup ces derniers temps. Ouais. C'est de moins, genre, quand tu as un problème, pas juste, genre, dire, il doit comprendre mon problème. Parce que comment tu veux que je comprenne ton problème si tu m'en parles pas? J'ai l'impression, après, je vais peut-être dire quelque chose un peu stéréotypé, mais j'ai l'impression, quand même, dans des couples hétérosexuels, filles, garçons, j'ai l'impression, vu que c'est ce que je connais, que le garçon a plus cette tendance à moins communiquer et à moins mettre des mots sur des problèmes, là où la fille a plus une tendance à être plus extravertie sur certains problèmes. Après, j'ai une vision assez biaisée, vu que c'est ce que je connais, mais c'est entre mes copains qui sont avec des filles et moi aussi, j'ai l'impression que les garçons ont souvent cette tendance à moins oser communiquer. En fait, je pense que c'est aussi une question de comment on t'éduque dès le départ. Est-ce que, ça c'est encore un autre sujet, mais est-ce que tu vois, dès que t'es enfant, on t'apprend à communiquer tes émotions? Et ça, je pense que fille, garçon, dès que t'es enfant, on te dit, mais parle-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Dis-moi, etc. Et en fait, souvent, les gens qui ont aussi du mal à communiquer, c'est vraiment des gens qu'on a brimés dès l'enfance, ou en fait, pas qu'on a brimés, mais à qui on n'a pas laissé l'opportunité, en fait, d'exprimer juste comment tu te sens, et juste à fermer la porte quand il y avait un problème. Et moi, je sais pas comment c'était avec tes parents, mais moi, je sais que quand j'étais plus jeune, genre mon père, bah tu connais mon père, il me forçait. Genre, j'avais pas le choix. Il fallait que je dise pourquoi je vais pas bien. Et en fait, il me disait, tu peux pas garder les choses pour toi. Genre, dis-moi, pourquoi, qu'est-ce que tu ressens, pourquoi t'es énervé, qu'est-ce qui t'arrive. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est ça qui a été super clivant au début, toi et moi, dans notre couple. C'est que moi, très très vite, dès que j'ai senti qu'il y avait des moments de tension entre toi et moi, j'avais besoin de te le dire. Genre, je te l'ai tout de suite dit. Genre, vraiment, je pense qu'au bout de 6-7 mois, je te disais, ça me convient pas, là, je me sens comme ça, là, ci, là, ça. Et je pense que toi, ça a dû un peu, enfin, je peux pas parler pour toi, mais genre te dire, mais pourquoi elle me dit ça, mais tu c'est vois. vrai que moi, à l'inverse, avec ma sœur, quand on a vécu des moments tristes, comme toute famille peuvent connaître, je sais que ma sœur, elle était ultra ouverte, elle allait parler à mes parents et tout ça. Là où moi, je suis beaucoup plus du genre à partir de chez moi, j'allais me balader, et j'écoutais de la musique, et je m'asseyais sur un banc, et genre, je suis beaucoup plus à me renfermer. Je suis beaucoup plus pudique dans mes émotions. Dans tes émotions. Et c'est sûr que même regarde, là, t'es en train de croiser les bras, croiser les jambes. J'avoue, j'ai fait un genre, truc... Genre, toi, tu le fais toujours automatiquement. Dès que t'as pas envie de parler d'un sujet, tu fais ça, je le vois à chaque fois. Je m'en rends compte, genre, je me protège. C'est de la communication non verbale. Alors là, vraiment, là, détends-toi, détendez-vous, monsieur, détendez-vous, c'est la séance de psy. Non, mais genre, j'ai cette impression que, moi, je suis assez fermé, en final, dès qu'il s'agit de toucher aux émotions. Là où toi, tu vas être ultra ouverte dans tes émotions. Un peu trop, des fois, c'est un peu extrême. Mais c'est ce qui fait que, du coup, ça fonctionne. C'est que maintenant, je trouve que tu le dis plus. Ouais. T'as plus tendance maintenant à, justement, quand ça va pas, de me dire, ok, mais là, en fait, je ressens ça, ou t'as fait ça qui m'a pas plu, ou là, en fait, c'est encore difficile, mais j'ai vraiment l'impression que c'est
Tu vas venir en fait planter des graines dans le cerveau de l'autre. Il y a un truc que ma psy m'a dit et que moi je fais avec toi, mais tu t'en rends pas compte. Mais je te le dis parce que faut quand même que tu le saches, parce que peut-être que toi tu peux le faire et je trouve ça grave intéressant. C'est que il y a un truc moi qui m'a vraiment toujours énervée dans des relations, c'était de dire ouais mais il est pas comme je voudrais qu'il soit. Ouais. Et ma psy m'a dit mais Marie, tu peux pas changer l'autre. Et c'est factuel. Tu pourras jamais changer l'autre. Tu peux pas changer un ami, tu peux pas changer tes parents, tu peux pas changer la personne avec qui t'es, tu peux pas changer la personne. Le seul levier d'activation que tu as, c'est de changer toi. Et en fait, par mimétisme, l'autre va changer aussi. Exemple, moi, demain, je décide complètement d'arrêter de boire de l'alcool. On reste comme ça, tu vois. Moi, je bois plus, toi, tu bois. Par mimétisme, quand moi, je vais refuser un verre d'alcool, toi, au début, tu vas en prendre un. Et puis, au fur et à mesure, tu vas arrêter d'en boire. De moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas dire, mais la personne que j'aime, ou la personne avec qui je suis, la personne avec qui je passe du temps, a arrêté de boire. Peut-être que moi, je devrais aussi, tout doucement, calmer. Tu vas pas te le dire comme ça, mais juste, tu vas le faire par mimétisme. Mais en gros, comment est-ce que moi, j'ai changé par rapport à ça ? Et je vais te le dire. Par exemple, moi, je sais que le fait que je fasse du sport souvent, au lieu de te dire remets-toi au sport ou va au sport, t'as remarqué au début je te disais toujours viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. J'ai arrêté de te le dire et maintenant ce qui se passe c'est que quand je te dis je vais au sport, tu me dis ah moi aussi j'aimerais bien y aller. Ouais c'est vrai, un petit peu. Ouais, mais je t'ai rien dit, c'est juste qu'en fait j'ai arrêté de te dire que j'y allais. Ouais c'est vrai. Et t'as quand même continué à voir que j'y allais. Et tu t'es dit ah ben moi aussi je vais y aller. En fait je sors avec mes smères quoi. Tout à fait. Non mais tu vois ce que je veux dire et en fait c'est que si tu veux vraiment que la personne avec toi prenne des habitudes différentes ou change, et ben en fait, commence déjà par changer toi, ta manière d'être, ta manière de fonctionner, et tu verras qu'en fait, par mimétisme, l'autre, à un moment donné, va juste prendre des habitudes comme ça. Donc, au lieu de dire à quelqu'un, putain, mais tu ranges jamais rien, tu fais jamais rien, c'est trop chiant, commence par le faire toi. Mais ça, je pense que c'est de manière générale. Dans la vie, moi, je m'en suis rendu compte cette année, plus d'un point de vue 100% professionnel, c'est de pas attendre des autres de faire quelque chose, ou de pas attendre des autres. Tiens. C'est pas les autres qui vont faire l'être humain est malheureusement très égocentrique c'est normal, et c'est normal c'est égoïste ouais. Et du coup genre cette année moi j'ai appris en tout cas dans le professionnel de pas attendre des autres que quelque chose se passe pour moi et avant j'avais toujours cette envie de dire ouais mais j'attends que le label fasse de mon morceau un hit. Ouais. Mais c'est pas le label va aider à ce que son morceau devienne un hit, mais c'est toi qui vas faire si ce morceau est un hit ou non. Et je pense que c'est un peu, je dis ça pour rebondir à ce que tu disais pour le truc du mimétisme. Je pense qu'effectivement, si tu attends trop de la personne qui est en face de toi, la personne qui est en face de toi, elle se rend pas compte que tu attends de lui, et la personne qui est en face de toi, elle pense à lui. En ce moment, je vais chez mon label. Je leur dis, les gars, ça c'est un hit, et je leur vends mes morceaux comme des hits, et j'ai une mentalité de hitmaker, et j'ai cette mentalité de gagnant, et donc les gens vont avoir une vision plus positive de moi et plus d'un gagnant de moi, et donc vont vouloir m'accompagner dans cette gagne, et donc les gens vont plus m'aider à... Et donc professionnellement parlant, moi cette année ça m'a vraiment pour le coup changé mais totalement, et j'ai vu vraiment une évolution professionnelle assez flagrante. C'est qu'avant j'avais cette tendance un peu à aller chez le label, je prends l'exemple du label mais je pourrais prendre l'exemple de tous les partenaires avec qui je travaille, en tout cas dans la musique. C'est qu'avant j'allais toujours un petit peu en disant vous en pensez quoi, ah ok d'accord, je suis pas sûr, et j'avais cette tendance un peu à me rabaisser et à venir en étant pas sûr de ce que je fais, là où maintenant je suis sûr, je suis affirmé, je viens, je sais ce que je veux. Et quand tu vas chez quelqu'un et tu lui dis je veux faire ça, ça va tout déchirer, ben la personne elle a envie d'aller, les gens ont envie de travailler avec des gens qui dégagent des énergies c'est vrai. De gagnant, quoi. Et je pense que dans un couple, c'est la même chose. Dans un couple, si tu attends à ce que l'autre personne fasse de toi une meilleure personne, ben, tu te foires. Parce qu'elle va pas du tout faire de toi une meilleure personne. En fait, elle essaye déjà de faire d'elle-même une personne mieux, tu vois. Et peut-être que l'autre personne attend de toi d'en faire une meilleure personne. Et donc, je pense que ça, il n'y a pas de secret. La seule personne qui peut faire que tu deviennes une meilleure personne, c'est toi-même. Mais en fait, je trouve que le déclic, il se crée aussi super bien quand t'es en couple, parce que finalement, quand t'es tout seul et que tu veux pas te remettre en question, il y a personne pour te renvoyer l'image de ce que tu es vraiment. Moi, là, pourquoi j'ai l'impression d'avoir hyper fort grandi dans notre relation, c'est que toi, tu m'as envoyé à la gueule des défauts que j'avais et dont j'avais même pas conscience. Et quand tu me les as renvoyés, j'ai fait putain, mais en fait, je suis comme ça.
Et le choc que je me suis pris de me rendre compte moi-même que j'avais des trucs comme ça que, en fait, je ne supporterais pas chez toi. Je me suis dit, mais non, mais là, en fait, c'est là qu'il faut que je change. Et c'est comme ça que tu grandis. C'est vraiment quand t'as une personne en face de toi aussi qui te renvoie à tes défauts, aux choses que tu supporterais pas chez l'autre. Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, avec toi, ce qui m'a fait grandir professionnellement parlant, c'est de voir comment tu travailles. C'est-à-dire que pour les gens qui écoutent le podcast et qui voient la caméra, oh, le petit sourire de plaisir. Ouais, est-ce que tu me le dis pas souvent? J'aime bien, je prends les compliments, moi j'aime bien. Non, mais Marie est vraiment une acharnée du boulot. C'est-à-dire que tu travailles vraiment beaucoup. Et par moments un peu trop, mais tu travailles énormément. Et moi, je sais que par le passé, j'avais un moment cette phase où j'avais l'impression qu'avec quelques heures de boulot, j'exagère, je travaille quand même un peu, mais avec tu travailles quand même. Pas grand-chose de boulot, je pouvais réussir à faire des chouettes trucs. Et en fait, à te voir t'acharner dans le boulot, ça m'a motivé, moi, indirectement, à m'acharner dans mon boulot aussi. Et donc, 2024, c'est l'année où j'ai le plus travaillé et c'est l'année qui a été la plus payante pour moi aussi en termes de retour professionnel. Mais donc, il y a ce truc, oui, où je pense pas que c'est toi qui m'as dit « va travailler », mais je pense que c'est toi, c'est moi qui te vois travailler comme une dingue et qui se dit « putain, c'est cool ». Et du coup, ça m'a motivé, moi, à le faire. Et je pense pareil pour le sport. Donc, effectivement, ce truc du mimétisme, je pense que c'est vachement... Donc, en gros, si tu as envie que je change quelque chose, n'hésite pas à le faire. Comme ça, tu vois, du coup, prends ça en considération, tu vois. Donc, ça peut être intéressant. Oui, mais je pense que je le fais. Je pense qu'on le fait tous de manière... Allez, en tout cas... Alors, on le fait de manière inconsciente. Mais je trouve que dès que tu en as conscience, moi, ça m'a demandé un vrai effort, genre au début, de pas te dire les choses. Ouais. Et de le faire pour moi. Parce que toi aussi, moi aussi, ça m'a renvoyé au fait que je devais me bouger le cul et que je devais aller au sport. Et je me disais, tu sais quoi, je le fais pour nous. Je le fais plus seulement pour moi, je le fais aussi pour le bien commun de notre couple, tu vois. C'est ce que tu veux dire. Du coup, merci d'aller au sport pour nous. Non, avec grand plaisir. Du coup, merci de travailler pour nous. Super. Voilà. Avec grand plaisir aussi. Et t'as remarqué pour le chat, tu sais comment ça s'est passé? Je t'en ai parlé. J'ai arrêté de t'en parler et c'est venu de toi. Ouah, c'est vicieux ça. Moi, pour le chat, donc pour savoir, on a un deuxième petit chat à la maison. Lulu, que je voulais d'abord appeler Dédé pour Intergalactic Destroyer. J'aurais trouvé Finalement, ça on l'a appelé cool. Lucie, c'est beaucoup mieux. Et oui, c'est vrai qu'en fait, tu m'en as parlé tous les jours pendant 4-5 mois, non-stop, pendant 1 an, je pense. Et j'ai toujours dit non parce que pour moi, on a déjà un chat, Nova, on a déjà un chien, Jelly, et c'est suffisant. Et en fait, tu m'en as parlé tous les jours, et puis tu as arrêté de m'en parler pendant plusieurs mois. Du jour au lendemain, tu m'en as plus parlé. Et c'est vrai qu'un matin, je me suis réveillé en disant ouais, pourquoi pas avoir un deuxième chat? 2 jours plus tard, j'avais déjà le chat. Le jour même. Ah oui, le jour même. Je t'ai dit ça à 8h du matin. Et à 14h, tu m'as envoyé une photo en disant regarde, ça c'est un petit chat en refuge. C'est une petite femelle noire comme on ne voulait avoir. On va aller chercher. Et le jour même, genre, t'avais déjà pris rendez-vous pour aller la voir du coup au refuge. Une semaine après. C'est pas de la manipulation, je tiens à préciser. Hein. C'est juste du... Mesmer Phoenix. C'est ça. Ben voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Hein. Qu'en penses-tu? Ben oui. Tu vois, c'était pas si difficile. Non, c'est vrai. Après, c'est sûr que moi, j'ai pas cette habitude de parler au micro pour m'exprimer un peu sur des trucs un peu plus deep de sentiments, de relations. C'est un bel exercice, en vrai. Je suis fière de toi. Tu le fais jamais, en plus. Non, mais même dans le privé, on n'a jamais ce genre de discussion. Non, et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant, parce que c'est la première fois que là, on s'assoit quasiment 1 heure et qu'on a une discussion d'1 heure sans téléphone, sans distraction, sans rien, ce qui est aussi un peu le comble de nos métiers, on va pas se mentir, et qu'on parle de sujets que j'estime profonds, pour de vrai, sans interruption. Là, je trouve qu'on a fait un bon état des lieux de notre relation, et je trouve ça super chouette. Ouais, c'est chouette. C'est très bien. On pourrait se faire un podcast tous les jours, quoi. Bah, moi, je propose qu'on se fasse tous les jours, entre petit... 14 et 15 heures, on se fait un petit podcast. Non, mais tu vois, 1 fois par mois, c'est bien. Une fois par mois, on se met 2 fauteuils comme ça, on se met des petits micros, et puis on se parle. Henri et Marie, le podcast d'Henri et Marie. le podcast. Riri, non, mais tu vois, Riri. Par exemple, c'est vraiment un truc que je trouve que dans les relations, et je pense qu'on pourrait clôturer là-dessus,
à quel point aujourd'hui les réseaux sociaux, les téléphones, tu vois, ça s'imbrique super fort dans les relations qui font qu'on a vraiment, je trouve, de plus en plus de mal à exprimer ce qu'on ressent, à se parler, à dire les choses. Et c'est vraiment dommage parce que c'est aussi comme ça que les relations se construisent. Et si je peux dire, genre, je trouve que là, en ce moment, notre relation, elle va vraiment très, très bien. Et je pense que le Japon a aidé en grosse partie parce que le Japon, en fait, on a été 3 semaines ensemble. Constamment ensemble. En fait, à passer, à visiter, à marcher, à être constamment à papoter, à être au resto, en fait. Ouais, on a fait que papoter, en fait. Et c'est sûr que là, maintenant, quand on revient ici, on retourne un peu dans une routine où on travaille, ou le soir, quand on a fini de travailler, on est fatigué. Donc, on n'a pas vraiment envie de parler le soir quand on a fini de travailler. On a peut-être envie juste de mettre son esprit en off. De se mettre sur Netflix et de pas, tu vois, Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'au final, c'est important de se parler. C'est important de passer du temps en dehors des écrans et c'est sûr que le temps on le passe à travailler et puis dès qu'on a fini de travailler on veut se reposer et il faut réussir à trouver son plaisir et son bonheur dans la communication. Je dirais qu'en plus nous c'est d'autant plus toxique que on travaille de la maison tous les deux, donc en fait du temps ensemble physiquement on en passe et tu vois où je veux en venir, mais du temps mentalement ensemble on en passe peu. Parce que on fait rarement. Alors moi je la fais un peu plus que toi parce que je te le dis souvent, mais je sais que c'est chaud. Mais tu vois, de faire la distinction entre le temps qu'on passe ensemble et le temps juste qu'on va passer vraiment ensemble mentalement, où on va discuter, on va accorder de l'importance à l'autre. Et je crois que c'est un peu le mal de notre génération. Comme en fait on est toujours sur nos téléphones, tu sais, c'est vraiment horrible. Genre, t'as déjà vu ces images qui tournent sur les réseaux où genre on est sur nos téléphones chacun de notre côté, mais on est ensemble dans le lit, genre par exemple, ou des trucs comme ça, tu vois. Et en fait c'est méga trash quand y penses parce que t'es ensemble mais t'es pas vraiment là. Et je trouve ça... Et ça c'est un point d'activation... Enfin, c'est vrai que je parle comme même si. Ça, c'est un levier, tu vois, qu'on devrait encore plus bosser, je trouve. Et je pense que c'est un problème que beaucoup d'entre nous ressentent. Les gens de notre âge, j'ai l'impression, de notre génération, parce que là, on va avoir 30 ans cette année tous les deux. Donc, on a vraiment grandi avec les réseaux, avec les téléphones, etc. Et j'ai l'impression que c'est ça qui ternit aussi un peu nos relations. Faut faire attention à pas non plus voir... Faut pas se mettre trop de pression non plus. Et si le soir, on est tous les deux sur notre téléphone... et que ça nous fait du bien, oui, mais on a le droit aussi d'être sur notre téléphone. En fait, faut pas que ça devienne... là-dedans. Moi, je trouve que là où ça devient dangereux, c'est quand ça devient une habitude et quand ça devient un extrême. Pour moi, ça peut être une habitude et ça peut être un extrême du moment que tu arrives à garder sur le côté des vraies interactions avec ta copine et du moment que tu arrives à garder sur le côté des moments avec ta copine comme ça. Pour moi, parce que je sais qu'en gros, en ce moment, je tombe aussi sur pas mal de vidéos de gens qui motivent un peu sur les réseaux ou de gens qui disent t'es pas encore millionnaire à 23 ans, enfin ce genre de trucs à la con. Oh, je sais, mais il y a ce truc un petit peu où en ce moment, j'ai l'impression que peut-être de par les réseaux, encore une fois, parce que les réseaux te montrent que les extrêmes, les meilleurs sportifs, les meilleurs artistes, les meilleurs musiciens, les meilleurs peintres, enfin te montrent que les meilleurs en fait. Et donc en ce moment ça met une forte pression parce que si tu te lances dans le sport tu vas pas pouvoir être le meilleur sportif vu qu'il te montre que le meilleur sportif et tu pourras jamais être à ce niveau-là. J'avais fait un épisode de podcast là-dessus en disant qu'en fait les réseaux c'est un peu bâtard parce que ça te montre effectivement que le meilleur de chaque truc, mais ça te montre pas toute la progression qu'ils ont fait pour en arriver là. Quand tu vois un sportif de haut niveau, tu vois pas toutes les fois où la gymnaste elle s'est pété la gueule sur l'arceau, tu vois pas tout ça, tu vois juste le moment où elle réussit de ouf. Et c'est ça qui est un peu mais pour revenir à ce qu'on disait par rapport à être sur son téléphone le soir, en gros je vois souvent maintenant des podcasts des vidéos reels, des gens qui disent genre je me réveille à 6h du matin, je vais courir 1 heure, je vais prendre mon petit déj machin bidule et je commence ma journée à 8h du matin. Ça crée des complexes. Moi je suis là genre putain, moi je me réveille pas à 6h du matin, je vais pas courir le matin, mon petit déj c'est pas d'office un truc nickel. Le soir j'éteins mon téléphone, je lis un livre et je m'endors. Bah oui, idéalement faut le faire. Idéalement c'est sûr que c'est mieux, mais je trouve qu'en ce moment ça sert à rien de se sentir mal de pas le faire non plus. Tu vois, si t'es bien et si t'es heureux, c'est comme tout, faut trouver un juste milieu. Après je trouve que dans ce genre de thématique, tu vois, il faut être assez honnête avec soi-même. En fait, il faudrait que ça soit du vrai 50-50. Mais dès lors que c'est du 80-20, c'est... Donc en gros, le but, c'est de réussir à aller à 50%. Ah, c'est vrai. Donc il faut travailler. Oui. Mais c'est du travail, hein. Regarde, ça va faire 6 ans qu'on est ensemble et je suis sûre que si on reste encore 6 ans ensemble, on va encore travailler pendant 6 ans. En vrai, le couple, c'est beaucoup de travail. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les gens doivent savoir. Et si vous avez des parents qui sont ensemble depuis ultra longtemps, ils vous le diront eux-mêmes. Un vrai couple sain, c'est un couple qui travaille et qui lâche pas à la première difficulté et qui accepte de faire des concessions. Et c'est en fait, c'est pas facile d'être en couple. Ouais, c'est un choix. Et encore une fois, je pense que
au final, toi maintenant, en dehors d'être la personne que j'aime, t'es surtout devenu vraiment ma meilleure amie. Et t'es aussi vraiment en dehors de tout. Et je le dis, je te prends en exemple sur plein de sujets. Et dans ma vie, genre, ça me motive à être meilleur dans plein de sujets dans ma vie. Et tout comme j'espère que je peux être ton exemple pour toi sur plein d'autres sujets et que ça te motive à être meilleur. Mais effectivement, c'est du travail. C'est pas facile parce que tu as toutes ces qualités, mais tu as aussi des choses qui, moi, me correspondent pas et que j'aime moins et que je dois faire face à ça aussi. Et je me dis, par moments, putain, si j'étais seul, je devrais pas faire face à ça, ça et ça. Mais bon, si j'étais seul, j'aurais pas ça et ça aussi. Ouais. Et donc, faut faire la part des choses. Et au final, moi, je pense que le travail, franchement, le résultat... Oui, en vaut la peine. En vaut la peine, quoi, clairement. On peut se serrer la pince. Voilà. Merci pour cet épisode. Merci à toi. Je sais pas trop... parce qu'on est un peu passé à droite, à gauche, au centre. On est passé dans tous les sens, quoi. C'est bien. Non, mais c'est bien. C'était très bien. Je suis très fière de toi. Je suis content aussi. Eh bien, très chers amis, j'espère en tout cas que cet épisode avec Henri vous a plu. J'espère que ça aura pu vous donner quelques coulisses de notre couple, même si évidemment on rentrera jamais plus dans les détails que ça. Ouais. Je pense que c'était bien parce que ça met un état des lieux pour que les gens comprennent un peu aussi notre dynamique, parce que je pense que c'est sur ça que les gens se posent le plus de questions, étant donné que c'est vrai qu'on est aussi un couple public, on a tous les deux nos boulots, on est des personnages publics entre guillemets. Après aussi tout ce qu'on a dit ici, je pense, moi je tiens quand même à le préciser, genre j'ai aucune expertise, non, bien sûr. Que ce soit en psychologie ou en couple, j'ai aucune expertise, donc c'est vraiment un avis 100% personnel. C'est des avis personnels qu'on a. Et c'est une vision 100% personnelle de notre couple. Et c'est des partages d'expériences. Marie Lopez et Henri Peifer. Oui, voilà, c'est ça. Qui, moi, me rend très heureux et qui, toi, te rend très heureuse. Et je pense que c'est notre façon d'être heureux, mais il y a des personnes qui ne vont pas du tout se reconnaître dans ce qu'on a dit. Mais je trouve ça important parce que c'est beaucoup de gens qui se posent des questions et je trouve ça légitime du coup, puisque c'est vrai qu'on partage. Donc voilà, je pense que c'est le max que vous aurez d'Henri et moi sur les réseaux. Quoi ? C'est vrai ? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On peut difficilement aller plus deep dans... oui, mais tu vois, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses qu'on ne dira jamais, tu vois, je pense. C'est sûr. Il y a des trucs qu'on ne dira pas. Il y a plein de gens qui demandent comment on s'est rencontrés. Il y a plein de gens qui demandent comme ça. C'est vrai que c'est des choses en fait qu'on veut pas partager. Ouais, et même pas pour le cacher, mais plus pour le garder. Parce qu'on sait que c'est pour nous et qu'on n'a pas envie de le balancer à tout le monde. Et je pense que c'est super important de garder 100%. S'il y a des gens qui sont influenceurs et tout et qui veulent partagez pas trop. Ce que tu dis appartient à ton ennemi. C'est mon père qui m'a dit ça. Ça m'étonne pas. Ouais, c'est très mon père de dire un truc. Ça m'étonne pas. Mais voilà. C'était très chouette en tout cas. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez envie d'aller écouter ce que fait Henri, on vous laissera le lien de son Spotify parce que cet épisode est possible. Vous pouvez écouter cet épisode sur Spotify. Vous pouvez aussi aller écouter Henri PFR sur Spotify. Il est vrai. Il est vrai. N'hésitez pas à aller écouter ça. Et sur YouTube, j'ai ma chaîne YouTube aussi. YouTube, partout. Je fais pas des vlogs, mais je poste des morceaux dessus. Tu postes des clips. Je poste des clips. Très bien. Merci Henri. Merci à toi Marie. Je te laisse rentrer à la maison. Je vais rentrer à la maison, faire un gros câlin à Lucie. Et moi je vais à Nova et à Jelly. Je vais continuer à faire les enregistrements de ce podcast. On espère que cet épisode vous a plu. On vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.